Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous assurerons l'interprétation simultanée de ce webinaire. Pour utiliser la fonction d'interprétation, veuillez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran, cliquez sur Interprétation, puis sur Anglais ou Français. Bonjour, je m'appelle Tyler McCann et je suis le directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Je participe aujourd'hui à ce webinaire depuis Winnipeg sur les terres ancestrales du territoire du traité 1, le territoire traditionnel des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, ainsi que sur la patrie nationale des Métis de la Rivière-Rouge. En tant qu'organisation, nous reconnaissons la nécessité de contribuer à la réconciliation et à l'établissement de relations plus solides et respectueuses avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de la femme. Selon les Nations unies, 360 milliards de dollars supplémentaires sont nécessaires chaque année pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Combler les écarts entre les hommes et les femmes en matière d'emploi pourrait accroître le PIB par habitant de 20 %. Combler les écarts en matière de soins et développer les services avec des emplois décents pourrait créer près de 300 millions d'emplois d'ici 2023. Selon Statistique Canada, au Canada, lors du recensement du 2021, 30,4 % des exploitants agricoles canadiens étaient des femmes, contre 28,7 % en 2016. En 2020, 38 610 exploitantes agricoles ont déclaré travailler à l'extérieur de la ferme au Canada, soit une augmentation de 10,2 % par rapport à 2015. Cette augmentation était près de 9 fois supérieure à celle de leurs homologues masculins. Au-delà de la ferme, les femmes représentent 5 % des investisseurs en capital risque et selon des recherches faites par le Conseil agricole canadien, 95 % des femmes vivent des obstacles dans ce domaine. Cette année, les Nations unies célèbrent l'avènement sur le thème Investir dans les femmes, accélérer le progrès. Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur le thème aujourd'hui en évoquant les défis et les possibilités d'accroître ces investissements ainsi que le rôle que les solutions politiques peuvent jouer dans l'augmentation de ces investissements. Nous sommes heureux de vous présenter ce dialogue en partenariat avec l'Association des petits transformateurs d'aliments. La SSFPA et d'autres partenaires rendent notre travail à l'ICPA possible. Nous remercions l'Association des petits transformateurs d'alimentaire de s'être associé à nous pour vous poser ce webinaire aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais vous présenter notre première invitée ce matin, Sandra Marc, cofondatrice et responsable des programmes pour les femmes au sein de la Small Scale Food Processor Association. La SSFPA est une organisation nationale de services publics à but non lucratif qui répond aux problèmes auxquels sont confrontés les entrepreneurs du secteur alimentaire, tant dans la phase de démarrage que dans la phase d'expansion. Sandy travaille avec des partenaires dans tout le pays et dirige son équipe pour s'attaquer aux problèmes que rencontrent les femmes et les entrepreneurs alimentaires traditionnels pour accéder au capital et aux obstacles qui doivent surmonter en raison des défis politiques et des normes sociétales discriminatoires bien documentées dans le secteur du financement. Sandra, la parole est à vous. Merci beaucoup. Tyler, je suis très contente d'être ici avec vous et bonne journée internationale de la femme aujourd'hui à tout le monde. C'est une journée très importante pour nous et j'essaie juste de trouver ma présentation diapositive afin de pouvoir partager avec vous ce que je voudrais partager aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas voir mon propre écran, Alison. Amanda. Sandy, je pense que ça dit la fin de la présentation, donc on peut peut-être retourner à la première diapositive. Et désolé, je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je vais essayer pour montrer ce que je voulais montrer. Désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Désolé de ne pas avoir été prête. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les femmes dans l'alimentation. Et ici, à l'Association des petits transformateurs d'aliments, nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada pour l'intermédiaire du programme pour les femmes et l'égalité des genres, pour son soutien, pour faire de la recherche et pour comprendre ce qui se passe dans l'arène des petits transformateurs dans le système agroalimentaire. Nous sommes très reconnaissants pour tout le travail de nos partenaires. Aujourd'hui, nous célébrons les femmes dans tous les secteurs du paysage alimentaire canadien, les agricultrices, les femmes qui créent des produits alimentaires, celles qui
ont des exploitations agricoles. Donc, nous travaillons avec les femmes qui créent des produits alimentaires à valeur ajoutée, les femmes qui travaillent dans les usines de produits alimentaires à valeur ajoutée, dans le commerce de détail et dans l'institution, les femmes qui prennent la plupart des décisions d'achat de produits alimentaires pour leur famille et l'organisation, et les femmes qui soutiennent des femmes qui travaillent dans le secteur alimentaire en leur offrant des formations, du mentorat, des installations, des programmes et du financement. Les femmes nous nourrissent et c'est pour ça qu'elles devraient être célébrées. Mais malheureusement, plusieurs de ces femmes sont presque invisibles. La plupart d'entre elles, n'ont pas assez de soutien, ne sont pas assez payées et leurs valeurs dans leur communauté, dans notre système de santé, notre système alimentaire, ne sont vraiment très bien représentées. Nous pensons que le temps est venu, de donner plus de pouvoir aux femmes dans le domaine de l'alimentation et pour ça, il faut comprendre les obstacles auxquels elles sont confrontées et nous voulons travailler ensemble pour atténuer ces obstacles. En tant que femmes, nous représentons 51% de la population et ce sont des statistiques, qui viennent de notre partenaire Mouvement 51. Nous recevons seulement 1,9 du capital risque au Canada, même si nous avons, des résultats qui sont 63 meilleurs que nos homologues masculins. Nous représentons moins de 25 d'administrateurs dans les conseils d'administration canadiens et seulement 19,4 des associés lors des entreprises de capital risque. Et depuis 2014, seulement 10 des, contrats d'investissement de capital risque, impliquent, des contrats avec des femmes et nous posons la question de savoir comment est-ce que l'économie canadienne peut atteindre son potentiel si 51 de la population n'est pas impliquée. La recherche que nous avons faite montre que la majorité des entrepreneurs de l'industrie alimentaire sont des femmes et la recherche, faite auprès de nos membres montre qu'environ 66 de nos membres sont des femmes et nous pensons que même si nous avons un programme, des femmes, axé autour des femmes, nous savons que si les femmes vont bien, les hommes vont aller bien, tout le monde va bien faire et notre entreprise, le domaine agroalimentaire est différent de ce qui se passe en général. Nous avons fait cette recherche pour mieux comprendre les problématiques auxquelles sont confrontées les femmes pendant qu'elles sont en train de créer de meilleurs produits alimentaires. La recherche montre qu'il y a beaucoup de problèmes qui découlent de la concentration au sein du système alimentaire. Nous comprenons qu'à peu près que 70 de l'industrie agroalimentaire est concentrée dans les mains d'un nombre très réduit de propriétaires. De plus, il n'y a pas de politique nationale pour soutenir la création et l'expansion d'entreprises alimentaires. Beaucoup de provinces font de leur mieux pour, changer la situation, mais ce n'est pas assez étendu et ce n'est pas très fiable et nous aimerions voir une politique nationale mise en place. Et bien sûr, pour celles d'entre nous qui sont en train de construire, du développement de produits alimentaires au Canada, nous sommes confrontés au fait qu'il y a un manque d'infrastructures régionales du système alimentaire. Donc, nous allons parler du milieu manquant. Nous allons faire un atelier, un webinaire un peu plus tard avec l'ICPA au cours du mois de mars. Merci de vous joindre à nous. Et ce problème de manque d'infrastructures se ressent, particulièrement dans les régions rurales du Canada. Mais surtout, et c'est ce dont nous aimerions parler aujourd'hui, ce sont les graves problèmes d'accès au financement auxquels sont confrontées les femmes pour obtenir financement de leurs entreprises. Donc, pour cela, nous allons célébrer, soutenir les femmes dans l'industrie alimentaire et nous allons nous concentrer sur le travail de certaines organisations dirigées par des femmes au Canada et ces innovatrices brisent les barrières systémiques et culturelles auxquelles les femmes entrepreneurs du secteur alimentaire sont confrontées lorsqu'elles tentent d'accéder au financement pour développer l'entreprise. Ça m'a fait plaisir d'accueillir ici 3 femmes incroyables pour célébrer cela. Ce sont des femmes qui sont partenaires et qui soutiennent le travail de l'Association des petits transformateurs alimentaires. Grâce à notre programme de capital risque, nous sommes en train de former des entrepreneuses alimentaires par le Canada pour se préparer pour le capital risque. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte de clavardage pour que vous en appreniez plus sur ce programme si cela vous intéresse. Alyssa Sundstrom m'a encouragée, dans ce travail. Elle est active dans, le 51, une plateforme qui est une Calgary et qui est une plateforme d'investissement féministe qui change la donne et dans d'autres organisations d'investissement. Elle dirige, grâce à sa conviction que, l'autonomisation économique des femmes est la clé pour accéder à l'égalité de genre.
Sally Miller montre l'engagement personnel organisationnel duquel les systèmes agroalimentaires et agricoles dépendent pour pouvoir répondre aux défis qui nous attendent. Dans ces temps de grands changements, elle est à la tête du système d'organisation et de coopératives agricoles en Ontario qui reconnaissent les défis de ses membres et qui mettent en place des initiatives comme le Fonds de financement équitable pour soutenir les systèmes locaux. Et Linda Best est la directrice du programme de développement de la coopérative d'investissement des exploitations agricoles en Nouvelle-Écosse. Elle a mis en place un processus qui s'engage à soutenir les petits investisseurs pour soutenir les systèmes régionaux alimentaires afin qu'ils puissent survivre grâce à des programmes incitatifs fiscaux. Merci beaucoup, mesdames, pour votre présence et merci pour votre présence ici aujourd'hui avec nous. Et merci Sandy pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la conversation de panel. Et donc, j'aimerais accueillir Alison. Alison, comme Sandy l'a mentionné, ça fait longtemps que vous travaillez dans l'investissement, tout d'abord en tant que quelqu'un qui cherchait des investissements et maintenant en tant qu'investisseuse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ce paysage a évolué au cours du temps? Je pense, en quoi votre expérience serait-elle différente si vous commenciez aujourd'hui? Comparé à ce que c'était quand vous avez commencé, Tyler, je ne pense pas que cela vraiment a changé et c'est un peu ce qui est triste à ce sujet. Quand je pense que j'ai grandi avec l'industrie du capital risque. C'est une industrie assez récente qui a émergé dans les années 1990 et mon entreprise a recherché des fonds à une époque où le capital risque n'était pas vraiment quelque chose qui était très connu au Canada. Et ce que j'ai découvert, c'est que je n'arrivais pas à trouver du financement. Et ce que j'ai eu tendance à faire, au lieu de chercher de l'argent, c'est que j'ai trouvé des clients. Et grâce à ce processus, j'ai pu mettre en place une expansion de mon programme grâce à des flots de trésorerie. C'est une manière incroyable d'avoir une expansion commerciale et je pense que c'est peut-être la meilleure manière de le faire encore aujourd'hui. Mais en même temps, nous n'avons pas accès à ces inventeurs, ces entrepreneurs qui font des choses incroyables, mais qui ont vraiment besoin de ce financement pour pouvoir croître. Quand j'ai des Donc, quand j'ai vendu mon entreprise en 2019 à une entreprise axée sur la croissance de la richesse aux États-Unis, j'ai décidé de regarder les choses qui, pour moi, étaient difficiles en tant qu'investisseuse et aussi en tant qu'entrepreneur. Et je me demandais si je pouvais investir et si je ne pouvais pas aider d'autres entrepreneurs à faire grandir l'entreprise et je voulais les soutenir de la manière dont j'aurais aimé être soutenu en termes de mentorat et par rapport à un meilleur accès au capital. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de capital. Si vous êtes une bonne entreprise et si vous êtes un bon fondateur, une bonne fondatrice, vous pouvez avoir accès à du capital. Le problème, c'est que le processus pour les femmes d'avoir accès à ce capital n'est pas aisé. Et donc, il y a plusieurs approches du gouvernement jusqu'à d'autres parties prenantes pour combler cette lacune en termes de genre, mais je ne pense pas que nous sommes en train d'agir de manière adéquate. Et donc, Alison, quelles sont ces choses adéquates? Donc, je pense que c'est important de souligner que ce n'est pas une petite lacune. Donc, nous ne parlons pas de 45-50. Nous disons que 5 des entreprises sont dirigées par des femmes. Donc d'après vous, quelles sont les solutions? Donc, la première chose que nous devrions dire, c'est que l'investissement est peut-être à cause du manque de soutien financier et à cause de la lacune, les femmes ont beaucoup de ressources et donc souvent, quand les femmes commencent à rechercher des financements, elles ont déjà accès à de leurs clients. C'est une généralisation, mais nous avons, grâce à notre recherche étendue, nous avons découvert que les femmes fondatrices d'entreprises ont plus de réussite que leurs homologues masculins et c'est juste pour cette raison qu'ils n'ont pas accès au capital. Donc, ça veut dire qu'elles doivent être un peu plus débrouillardes. Mais la lacune est tellement énorme parce que les femmes représentent 51% de la population, comme Sandra l'a indiqué, mais la richesse et heu, les investissements sont contrôlés par un groupe homogène. Donc, les hommes caucasiens représentent 85% des investisseurs en capital risque et cette situation donc
Donc, quand on voit que ce groupe reçoit juste 2% du capital, disponible, on se pose la question: «Qu'est-ce qui ne va pas dans notre système?» Et nous aimerions aussi examiner le fait que seulement 7% du capital risque est investi dans l'agroalimentaire et c'est toute une réussite parce que tout le monde a besoin de manger et l'industrie agroalimentaire est une industrie majeure dans le monde et cela fait partie vraiment beaucoup de notre, PIB ici au Canada. Donc, il y a une déconnexion non seulement par rapport à la présence des entrepreneuses féminines, mais aussi par rapport à la place de l'Agriculture Canada. Merci. Et donc, parce que je pense qu'avec cette discussion de panel, nous allons parler des gens qui sont en première ligne. Et, nous allons vous redonner la parole plus tard. Alessane pour la discussion de panel. Maintenant, la parole à Sally. Sandy a mentionné que vous avez passé, euh, vous avez toute une carrière dans la gestion durable de l'agriculture et du système alimentaire. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la finance sociale? En quoi est-elle différente? Quelles lacunes comble-t-elle? Comment le paysage a-t-il évolué pour la finance sociale? Puisque c'est votre expertise. Donc, la finance sociale se concentre sur les rendements sociaux et sur les biens environnementaux et donc ça peut être l'équité ou ça peut être le financement de la dette, mais tous les investissements sont mis en place pour obtenir des avantages à la fois environnementaux ainsi que des rendements financiers et c'est très important quand nous avons commencé à parler parce que nous avons parlé de à quel point c'était important de comprendre que ce n'est pas une concession donc comme Alison a déjà commencé à en parler, surtout les entreprises qui sont gérées par les femmes dans lesquelles nous investissons, ce sont des entreprises fortes et compétitives qui n'ont juste pas eu accès à du capital risque. Bien sûr qu'elles contribuent aussi à améliorer le monde, mais il y a aussi des rendements financiers. Et comme vous allez parler des lacunes, donc, et je pense que surtout dans le secteur alimentaire et agricole, il y a une transformation qui se produit puisque certains des entrepreneurs sont en train de partir à la retraite et les gens qui sont en train d'entrer dans de l'industrie, hem non pas un arrière-plan traditionnel, comme il y a plus, de personnes autochtones et afrodescendantes, il y a plus de femmes et donc on voit que 50% des investissements sont redirigés, vers des femmes et la plupart d'entre elles sont des agricultrices et donc c'est un changement et donc quand nous parlons d'agricultrices, nous parlons d'une, une exploitation agricole qui est gérée par une femme donc c'est vraiment une transition donc les innovations qui sommes en train de mettre en place par rapport à la finance sociale sont pour combler cette lacune, s'assurer que ces entrepreneurs agricoles ont le capital dont ils ont besoin. Donc, quand on parle des personnes qui obtiennent ce capital, quels sont les investisseurs qui investissent dans le capital social, dans le fonds de finances équitable? Donc, c'est un fonds qui a été lancé en 2019 et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'intérêt sur c'est ce qu'on appelle à l'époque l'investissement à impact et donc plus que ce qu'on appelle maintenant la finance sociale et donc il y avait des institutions, des fondations qui s'engageaient, mais qui étaient pas prêts à déployer leur capital de cette manière. Quand nous avons commencé, c'était un peu petit, échelle. Nous avions à peu près 500 000 $ et c'était important des individus, des gens qui n'avaient pas investi auparavant et beaucoup de femmes et donc c'est pour ça que nous sommes contents d'être 51% parce que nous ne sommes pas en train de prendre le capital, ailleurs. Nous sommes juste en train de trouver du capital qui n'a pas encore été déployé. Maintenant, 4 ans plus tard, les investisseurs institutionnels sont en train de s'engager un peu plus, sont plus conscients et il y a aussi un spectre, d'investissement, à impact ou de finances sociales et c'est le genre de risque que les investisseurs sont prêts à prendre. Au début, c'était l'énergie renouvelable ou des espaces, de co-travail qui ne présentent pas beaucoup de risques, surtout si c'est au centre-ville de Toronto. Donc et nous savons que les choses vont avoir plus, de valeur alors que, par exemple, un entrepreneur qui commence un restaurant à zéro déchet et peut-être,
quelqu'un qui représente plus de risques et qui a pas vraiment beaucoup, de garanties et donc, mais je pense que c'est quelque chose qui change parce que les investisseurs reconnaissent maintenant que ce risque est maintenant atténué par, l'environnement social et l'objectif qui est recherché et donc moi, j'ai commencé à investir dans ce domaine-là. Donc je me dis: «Ah, mais ça, c'est le secret le mieux gardé». Ce sont des entrepreneurs incroyables et notre taux de défaillance est vraiment très bas. Nous avons eu, je pense, 3 personnes qui ont eu une défaillance en 5 ans, donc et nous avons travaillé avec plus de 50 clients, donc c'est incroyable et encore une fois, je pense que c'est une partie de ce mythe, qui doit être, démantelé, que le financement social est une forme d'acte de bienfaisance par l'investisseur, au lieu que ce soit des entreprises alors que ce sont des entreprises qui valent la peine, et est-ce que à quel point que vous êtes confronté à cette perception que les rendements ne sont pas les mêmes? Beaucoup moins présentement. Je pense qu'il y a une plus grande reconnaissance que les gens sont prêts à admettre, sont prêts à avoir des retours un peu plus faibles, si le résultat est incroyable. Mais je pense que nous voyons qu'en fait, que, ça nous sommes en train de voir maintenant dans l'agriculture urbaine où il y a beaucoup d'exploitants agricoles qui sont autochtones ou afrodescendants. Je pense qu'avec ça nous permet de créer un portefeuille un peu mixte, hein, et donc je pense qu'avec cela, comme il y a rendements qui sont inférieurs au taux du marché maintenant, qui sont supérieurs au rendement du marché, cela nous permet d'avoir une bonne moyenne et je pense qu'il y a une meilleure compréhension, que en fait, qui est un peu plus nuancé et au début, nous avions des gens qui ne voulaient jamais investir avec nous et et donc maintenant, c'est en train de changer et nous avons travaillé, nous avons mis en place beaucoup de webinaires pour leur expliquer à quoi ça ressemblait et à quel point, c'était facile et donc merci beaucoup Sally, nous allons vous redonner la parole un peu plus tard. Donc je vais vous donner la parole à l'autre, dernière panéliste, Linda Bess, qui est la directrice générale de FarmWorks et donc Linda, est-ce que vous pourriez un peu plus de FarmWorks et heu la nature de l'investissement communautaire? Mais j'aimerais aussi savoir, qu'est-ce qui est différent en Nouvelle-Écosse et qu'est-ce qui vous permet de faire ce que vous êtes en train de faire? Parce que certaines personnes dans le reste du pays n'ont pas accès à cela. Donc, au début, commençons par la première question. Qu'est-ce que c'est que l'investissement au niveau communautaire? Donc, j'écris la première ligne parce que je vais essayer de vous dire le plus possible donc, l'investissement au niveau communautaire comme, les exploitants agricoles, le développement économique communautaire, et les fonds, permet de soutenir les gens par rapport à ce à quoi ils ont attribué de la valeur et en Nouvelle-Écosse, ces investissements comblent une grande lacune, surtout dans le secteur alimentaire et aident les entreprises, de petite et de moyenne taille qui souvent n'ont pas accès à ce genre de financement et ce programme a été mis en place, en Nouvelle-Écosse en 1998 et nous avons appris l'existence du programme il y a 13 ans de cela et nous avons réalisé qu'en regardant ce qui se passait en Nouvelle-Écosse par rapport à l'alimentation, il y a quelque chose qui devait être fait. Moi, j'avais grandi sur une exploitation agricole et je comprenais les défis auxquels nous étions confrontés à l'époque, partout et nous avons adopté ce programme, donc FarmWorks et nous avons, pu recueillir beaucoup d'argent et nous avions plusieurs, responsabilités parce que nous ne sommes pas juste impliqués dans l'agriculture, c'est pas juste à partir de financement, nous réfléchissons aussi à la santé, à la communauté, nous réfléchissons à tout cela et la composante éducative, joue un grand rôle. Le manque de financement en Nouvelle-Écosse, comme dans le reste du Canada, est en train d'augmenter. Parce qu'il y a de moins en moins conscience, des avantages de la production alimentaire. Donc, nous sommes en train de combler une lacune importante et nous sommes en train de faire une différence grâce au programme.
aux qui permet aux gens d'avoir un programme, d'investissement sur 5 ans. Donc 35 pendant les 5 premières années, après c'est 20 et 10. Et donc comme un banquier l'a dit, c'est un gagnant-gagnant parce que l'investisseur reçoit un retour d'impôt, pour avoir investi dans quelque chose dans lequel il croit et les clients en bénéficient aussi. Et c'est intéressant parce que à peu près 50 de nos clients sont des femmes et la plupart d'entre elles sont, dans, des partenariats et j'ai pas regardé ça spécifiquement. Je dirais que 50 de nos investisseurs sont aussi des femmes et donc une des choses qui est très importante parce que nous sommes, nous avons une vision pour, des exploitations agricoles en santé, la nourriture qui est bonne pour les gens, des personnes en santé, des communautés en santé et c'est une vision qui touche le cœur de nos clients et donc nous sommes tous d'accord. C'est un programme qui fonctionne en Nouvelle-Écosse et cela nous aide à amener plus de la bonne nourriture sur la table et j'ai parlé dans plusieurs endroits au Canada, des avantages de ce programme et donc, pour de quoi, en termes de rendement financier, qu'est-ce que cela représente pour, vos clients? Donc ces rendements sont à la fois financiers et sociaux, donc le retour d'impôt et la taxe d'impôt est très important, mais aussi les bénéfices sociaux sont incroyables, cela veut dire, plus de nourriture pour plus de gens et de la nourriture nutritive qui pousse ici et donc cela veut dire que la nourriture est fraîche parce qu'il n'y a pas besoin de transporter cela sur de longues distances, cela crée des emplois, nous ramenons les gens dans les communautés, nous avons des magasins locaux et des restaurants locaux qui jouent un rôle crucial dans ces communautés et lors de notre, sondage le plus récent, il est ressorti que les bénéfices pour nos clients et nos, actionnaires se retrouvent aussi à l'échelle de toute la Nouvelle-Écosse. Donc, je vais vous demander, je vais ramener, Sally Allison, mais j'aimerais vraiment parler un peu plus, du rôle de ce crédit d'impôt et comment cela ramène plus d'investissement dans la communauté. Est-ce que vous pourriez faire ce que vous êtes en train de faire si le crédit d'impôt qui est offert par la Nouvelle-Écosse n'existait pas? Je pense que Sally, je pense que bon, ce que le Fonds de finances équitable prouve, c'est que bien sûr, notre travail serait plus difficile sans le crédit d'impôt, mais je pense que nous pourrions accomplir ce travail parce que beaucoup de nos investisseurs, nous avons plus de 150 investisseurs dans la province et je peux vous dire que les actions ont commencé à 100 et il y a des gens qui achètent des fois juste 1 à 2 actions et il y en a qui achètent, pour une valeur de 50 000 d'actions. Donc partout dans la Nouvelle-Écosse, nos plus grands défis, donc par rapport à la collecte de ces fonds, c'était juste de partager la bonne nouvelle parce que comme nous le savons tous, c'est difficile de persuader les gens que que nous devrions investir dans des entreprises si nous ne faisons pas partie d'une institution financière traditionnelle. Mais la majeure partie de nos investisseurs, sur donc s'il y avait un programme ici comme le Fonds, de finances, équitable, pourraient en bénéficier. Mais cependant, en Nouvelle-Écosse, à ce point-ci, une grande partie de notre budget est consacrée à l'amélioration de la santé et une petite fraction de notre argent est dépensé pour soutenir le ministère de l'Agriculture. Combler cette, lacune serait vraiment difficile et je pense que en tant que population, nous ne comprenons pas d'où vient notre nourriture et cela montre le besoin que nous avons pour des programmes de ce genre et et l'hi et l'histoire de ce programme de crédit d'impôt en Nouvelle-Écosse, c'est pas juste, ce qui se passe avec FarmWorks, mon organisation, mais c'est aussi, heu, lié au logement, à la construction communautaire et c'est un programme qui a été mis en œuvre dans d'autres, États américains
Donc, je pense qu'il y a un potentiel incroyable pour que cela soit mis en œuvre en Manitoba où ils ont un programme en place. Je pense que la Colombie-Britannique a une partie de l'infrastructure qui pourrait être mise en place aussi. Donc, est-ce que cela faciliterait votre travail et si il y avait cette opportunité de crédit d'impôt? Et donc, merci beaucoup, Linda, d'avoir parlé de ce que nous avons réussi à faire, mais nous aurions pu accomplir plus de choses en moins de temps avec ce crédit d'impôt. Et et pendant une couple d'années, j'ai espéré que cela arrivait ici, mais cela, n'a pas été le cas. Mais je pense que ça aurait été nécessaire pour les entrepreneurs qui sont en train d'aider. Mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est tellement important, je pense que c'est pourquoi c'est très important pour les gouvernements de réfléchir à cela, c'est que cela permet de débloquer, du, capital qui n'aurait pas été déployé auparavant. Quand je parlais du genre d'investisseurs que nous avons, les individus qui viennent nous voir ne sont pas des gens qui ont une grande quantité d'argent. Ce sont souvent des gens à la classe moyenne ou des retraités et beaucoup de femmes. Comme je dis, plus de 50% de nos investisseurs sont des femmes. Et ce crédit d'impôt, cet incitatif fiscal, si c'est bien fait. Donc, moi, quand j'ai regardé ce qui se passait avec Linda et quand j'ai vu comment c'était mis en place dans la province, non seulement nous avons besoin de ce programme, mais il doit être mis en œuvre de manière adéquate parce qu'il y a une couple de fois, cela a été mis en place et cela n'a pas fonctionné. Pas parce que c'était une mauvaise idée, mais parce que ça n'a pas été bien mis en œuvre. Et c'est parce que cela permet d'attirer des investisseurs de classe moyenne ou de la classe supérieure et ils ont besoin de ce crédit d'impôt qui doit être s'étaler sur plusieurs années afin que cela puisse s'ajuster à la taille de leur revenu. Et Linda, vous pourriez parler un peu plus des éléments essentiels qui permettent que cela fonctionne. Mais je pense que cela doit être la manière dont cela a été fait en Nouvelle-Écosse et cela permettrait de débloquer encore plus de potentiel pour nous. Et comme je l'ai dit, le plus grand défi pour nous, c'est vraiment de partager la bonne nouvelle. Par exemple, cette année, donc, il y a aussi un composante dans les fonds d'épargne. Et donc, par exemple, ici, nous pouvons investir notre argent dans la Fédération de la coopérative des travailleurs canadiens qui investit après cet argent dans le travail agricole. Et cela nous permet d'avoir un impact positif sur à peu près 40% de nos clients. Et je pense que fédéralement, nous pourrions trouver une manière qui permettrait de rendre cela possible, même si les provinces ne mettent pas en place ce genre de programme. C'est une autre conversation à avoir pour d'autres jours, mais c'est lié à l'éducation. C'est la sensibilisation, afin que les gens comprennent qu'il y a plusieurs manières de mettre en place des investissements, mais si vous insistez en tant que la plupart des investisseurs le font dans un portefeuille d'entreprise, comme cela est le cas avec le fonds de financement équitable, cela vous donnait un plus grand éventail d'entreprises dans lesquelles investir parce que notre investissement, c'est plutôt dans la chaîne d'approvisionnement entre les exploitants agricoles jusqu'aux restaurants de luxe. Et nous sommes en train d'investir dans tout le système agricole et nous sommes en train de considérer une coopérative de nos clients afin qu'ils puissent s'offrir du soutien mutuel et s'offrir du mentorat mutuel. Et aussi, merci. Je pense que souvent, nous avons une préférence canadienne. C'est que si nous voulons encourager plus d'investissements, nous devons la source de ce genre de capital, mais je pense qu'aux États-Unis, il y a plus cette réflexion autour de comment utiliser plutôt des incitatifs fiscaux, comment mieux utiliser les crédits d'impôt et donc encourager l'investissement. Donc, je veux savoir si vous pouvez parler de comment nous pourrions utiliser ces outils pour investir plus de capital privé dans le système. Merci, Tyler. Donc, nous avons ici beaucoup de sources
de capital. Nous allons, par exemple, des petits groupes locaux d'investissement qu'on pourrait appeler des fonds de microfinance. Et au Canada, nous avons besoin d'avoir ce large éventail de différentes sources de capital qui pourraient inclure aussi bien les sources locales et communautaires jusqu'à ce qui nous permettrait de permettre à nos entreprises d'être compétitives à l'international. Et chacune de ces opportunités, vous investissez dans la communauté, vous allez avoir des résultats qui vont avoir un impact positif sur la communauté, mais en tant que impératif économique étendu, nous devons réfléchir comment investir dans l'alimentation et dans l'agriculture dans toute cette échelle et dans tout le spectre de capital. Et les leviers financiers et les crédits d'impôt, à mon avis, sont les meilleurs mécanismes pour faciliter ces investissements au niveau communautaire dans les zones rurales, mais aussi pour avoir un impact international. Je pense que si nous avions la volonté politique, nous pourrions créer un système qui pourrait euh, permettre à ce que cela arrive. Pourquoi est-ce que c'est tellement important d'investir dans les femmes et d'activer le capital féminin pour la vie, pour les investissements? C'est parce que les femmes, en 2030, vont contrôler 65 de notre richesse personnelle. Traditionnellement, nous n'investissons pas. Nous n'avons pas des réseaux d'investisseurs, nous n'avons pas des programmes qui nous enseignent comment être des investisseurs. Et il y a plusieurs bonnes raisons d'investir dans les femmes. Et si, pourquoi est-ce que les femmes devraient investir dans des entreprises diversifiées, pas juste des entreprises gérées ou fondées par des femmes? Et donc, il faut changer notre réflexion pour adopter la mentalité d'un investisseur. Nous ne sommes pas programmés de cette manière au Canada. Nous tournons d'abord vers le Canada et le gouvernement, essentiellement, est moins cher que nos, fonds de retraite. Nos fonds de retraite au Canada, nous avons le fonds les troisièmes plus grandes ressources de pension dans le monde. Donc nous sommes des épargnants. Donc maintenant, nous devons apprendre comment être des investisseurs prudents. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes sont d'excellentes investisseurs. D'abord, elles se concentrent sur certaines des choses, qui ont été mentionnées à la fois par Linda et Sally. C'est que les femmes prennent une perspective un peu plus à long terme sur l'investissement comparé à nos homologues masculins. Nous ne cherchons pas à avoir des retours sur investissement beaucoup plus immédiats. Nous voulons avoir des investissements qui ont un impact positif sur la communauté, nos familles, sur la structure sociale. Donc là, je généralise un peu, mais je pense que les femmes font plus de recherche et de diligence et elles sont émotionnellement un peu plus axées sur les résultats sociaux de leurs investissements. Et les femmes sont très collaboratives. Elles tendent à rechercher des conseils. Elles collaborent avec d'autres personnes quand vient le temps de prendre des décisions d'investissement. Et elles savent comment s'adapter. Et nous nous concentrons sur la durabilité et la responsabilité sociale. Donc, nos investissements, nous aimerions avoir des retours financiers, mais nous aimerions aussi voir quelque chose qui va avoir un impact sur nos familles, sur nos enfants et sur les générations à venir. Et je pense que c'est l'éthique d'un exploitant agricole canadien, parce qu'ils investissent pour maintenir leurs terres arables pour la prochaine génération, mais en même temps, nous devons recevoir des rendements économiques afin de pouvoir les réinvestir. Et je pense que le gouvernement a un rôle très important à jouer. Si nous faisons un investissement, il pourrait atténuer le risque grâce à un crédit d'impôt ou d'autres incitatifs similaires. Nous avons parlé lors de notre préparation pour cet appel par rapport aux communautés rurales et le développement économique rural. Souvent, dans le contexte agricole, nous pensons à l'agriculture comme étant l'exploitant agricole, mais ce n'est pas juste les exploitants, mais ce sont les transformateurs et les fournisseurs et les restaurants et les vendeurs au détail et d'autres personnes. Donc, je me demandais si vous pourriez parler de ce à quoi ressemble cet éventail dans votre investissement au niveau communautaire que vous êtes en train de faire et comment est-ce que cet impact élargi sur la communauté internationale se réalise dans le développement rural? Quand nous avons commencé, nous sommes concentrés sur l'exploitation agricole et les différentes pertes qu'elle vivait. Et nous avons réalisé que les exploitants agricoles doivent avoir trop de responsabilités, comme c'est le cas pour la plupart des entrepreneurs.
Ce n'étaient pas les meilleures personnes pour pouvoir commercialiser leurs propres produits et donc nous avons commencé à investir dans les restaurants afin que ces chefs pourraient, donner plus de visibilité aux exploitations agricoles. Après, nous avons commencé à combler la lacune autant que possible parce que ce milieu, manquant, c'est là où nous avons besoin de faire de plus de financement. Mais nous avons essayé de boucler la boucle, nous avons essayé de nous assurer que tous, les impacts, sur la chaîne de valeur, que ce soit de l'exploitant, individuel jusqu'à au restaurant, nous assurer que fait toutes ces pièces s'imbriquent les unes dans les autres et c'est un temps difficile dans l'histoire, comme, comme cela a été le cas dans d'autres, époques et quand on lit, David Montgomery, quand on voit ce qui se passe au niveau du sol, quand nous examinons les problématiques environnementales et quand nous voyons comment le blâme est rejeté sur le secteur agricole, nous avons tous une responsabilité, pour aider les personnes dans lesquelles nous investissons afin qu'ils puissent faire, de leur mieux. Donc, quand nous regardons et réfléchissons à notre système agricole en termes de silos, cela n'est pas utile. C'est important de s'assurer que la production agricole est locale autant que possible, de s'assurer que les Canadiens, et commençant ici en Nouvelle-Écosse, ont la capacité et les fonds nécessaires pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir à proximité et de construire sur cette base-là. Il y a quelques années, il m'a été indiqué que les gens qui ne sont pas vraiment intéressés au niveau local ne réfléchissent pas à ce qui se passe en amont de l'achat de nourriture auprès de personnes qui n'ont pas les avantages sociaux que nous avons. Nous voulons nous assurer que les exploitants agricoles font tout ce qu'ils peuvent pour aider les personnes les moins privilégiées dans notre société. C'est une approche holistique, c'est un de mes mots-clés. Sensibiliser les gens à tous les aspects de cette, chaîne de valeur agricole et s'assurer que cela se retrouve en termes de valeur dans la société et au-delà. Donc Sally, nous avons parlé de comment c'est un temps difficile, mais c'est aussi un temps de transformation et d'évolution. Donc nous sommes en train de célébrer la Journée internationale des femmes aujourd'hui. Le Les Nations unies parlent de l'importance d'investir dans les femmes, donc il y a plus d'attention qui est, attiré sur le fait d'accélérer le progrès en investissant dans les femmes et cela semble être plus présent aujourd'hui qu'auparavant. Quand vous regardez à l'avenir, est-ce que vous êtes optimiste? D'après vous, quels sont les changements qui s'en viennent? Quels sont les avantages si nous mettons cela en place de manière adéquate? Je pense que c'est assez simple. Les avantages d'avoir des investissements plus équitables, d'investir dans ces entreprises dont nous avons parlé, étant donné comme elles sont viables et à quel point ils ont un impact positif au niveau social et environnemental, je pense que un des avantages en investissant dans cela, c'est que ce ne sera plus un problème et il y a un grand éventail d'entreprises très importantes et comme je l'ai dit auparavant, nous avons une grande augmentation d'exploitantes agricoles et 80 des femmes dans lesquelles nous investissons sont des exploitantes agricoles et c'est un changement que nous voyons. Nous avons besoin d'allocations de capitaux pour pouvoir continuer à le faire. D'après moi, cela a du sens. Si vous a cela a du sens. Si vous investissez, vous ne pouvez pas passer à côté d'une grande partie de la population qui fait un travail incroyable. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner, cela a référence à quelque chose qui a été mentionné heu, par, Alison et Linda et nous investissons dans tout le système agricole parce que cela n'est pas d'investir juste dans l'exploitant agricole parce qu'ils n'ont pas accès à la commercialisation. Donc, c'est important d'investir sur toute la chaîne de valeur pour mettre en place le développement économique rural et c'est important pour nous, alors que nous sommes en train de reconstruire cette infrastructure du milieu en termes de traitement et de distribution d'alimentation, de retrouver ce que nous avons perdu dans les dernières décennies et cela est souvent menée par les femmes et nous voulons
investir dans ces nouvelles entrepreneurs qui viennent dans le secteur et c'est quelque chose que nous voyons. Si nous voulons que notre infrastructure nous permette d'avoir une économie forte à l'échelle internationale, il faut arrêter d'ignorer les femmes qui ont besoin de ce capital. Est-ce que vous êtes optimiste? Optimiste, oui, je pense que j'aurais dire oui, je le suis. Je pense que nous devrons le faire, mais je pense que nous allons le faire aussi. Cela a tellement changé à mon esprit en 5 ans. Et quand je vois la force et la résilience des entreprises gérées par les femmes, mais aussi les groupes qui recherchent l'équité sont plus représentés. Et il y a une plus grande reconnaissance, à quel point les femmes afrodescendantes sont importantes dans cette entreprise, mais qui est parce qu'elles ont encore plus d'obstacles par rapport à l'accès au capital. Il est important de reconnaître que, il faut répondre à ce besoin d'équité. Mais oui, je suis très optimiste, c'est pour cela que je le fais. Pour moi, c'est vraiment un moment incroyable d'être ici présentement. Et donc, Alison, est-ce que vous êtes optimiste d'après vous à quoi vont ressembler les 5 ou 10 prochaines années? Donc par rapport aux femmes débrouillardes dont vous avez parlé, est-ce qu'elles vont pas avoir plus facilement accès à l'investissement? Oui, je pense que oui, si vous avez un bon plan d'affaires et je pense que c'est quelque chose qui doit être mentionné. On n'est pas en train d'investir dans les femmes parce que ce sont des femmes, nous sommes en train d'investir dans les femmes parce qu'elles ont d'excellentes idées d'affaires. Elles ont, des elles savent comment faire de l'argent et je veux un peu m'éloigner du côté rose et de l'interaction sociale. Je veux insister sur le fait que c'est une opportunité économique incroyable d'investir dans le système agricole et alimentaire au Canada et le Canada a la capacité de devenir une superpuissance économique si nous comprenons que nous devons investir dans les infrastructures. Nous devons investir dans le développement rural et économique. Ce n'est pas un organisme de bienfaisance, mais un vrai développement économique si nous nous voyons comme étant un des 5 producteurs de biens agricoles, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas un des, plus grands exportateurs de ces biens agricoles? Pourquoi est-ce que nous ne payons pas les travailleurs de manière équitable? Il y a tellement de choses, auxquelles nous devons nous attaquer pour créer une opportunité solide et donc pour moi, les Pays-Bas sont un exemple. Les Pays-Bas, sont un pays qui est un peu plus grand que le parc national de Banff, mais i ils ont des résultats économiques, agricoles, qui sont meilleurs que les nôtres en termes d'exportation et c'est pour une raison fondamentale et c'est parce que un le gouvernement dans les Pays-Bas croit que les Pays-Bas sont une nation agricole. Nous parlons beaucoup de nos exploitants agricoles, nous parlons beaucoup d'exploitation agricole, mais si nous demandons au Canada quel genre de pays que nous sommes, je ne pense pas que la réponse va être: «Nous sommes un pays agricole», alors que nous le sommes dans la réalité et donc au lieu d'envoyer nos matières premières agricoles, nous devrons commencer à commercialiser nos produits avec la valeur ajoutée et nous devons investir non seulement dans notre infrastructure, mais aussi une infrastructure numérique afin que la parce que comme ça, dans le milieu rural, nous allons avoir une connectivité internet qui soit accessible, et quand si nous considérons que le Canada en tant que nation de produits agricoles. Et aussi, nous avons, une formation incroyable en sciences et en technologie. Donc de mon point de vue, une perspective, investir dans l'alimentation et l'agroalimentaire au Canada est une des plus grandes opportunités économiques à l'avenir et donc je veux juste dire que je suis extrêmement optimiste par rapport à l'avenir. Si nous pouvons, mettre en place le paysage de soutien, le paysage financier et les leviers financiers nécessaires et je pense que c'est une réalité intéressante parce que nous parlons souvent de plusieurs problématiques, mais, heu nous avons les bases nécessaires en agriculture, en agroalimentaire. Nous avons les bonnes conditions pour notre réussite. Nous avons de la demande. Nous pouvons produire des produits qui sont compétitifs et accessibles, mais nous avons du mal à débloquer ce potentiel. Et donc, et je pense que c'est la même chose par rapport aux entreprises qui sont gérées par des femmes, aux investisseurs féminins. Toutes les choses sont mises en place.
Donc, vous avez parlé des conditions dont nous avons besoin pour pouvoir réussir, mais malheureusement, nous avons du mal à débloquer ce potentiel. Donc, je ne sais pas si c'est une question psychologique, peut-être, par rapport à notre perspective de l'agriculture et de l'agroalimentaire canadienne mais je me demande si c'est ça le problème ou alors il faut que nous réfléchissions plus au rôle que les de meilleurs crédits d'impôt et de meilleurs incitatifs fiscaux pourraient jouer pour débloquer cela. Je pense que lorsque nous allons arrêter de compter sur le gouvernement, mais que nous allons commencer à voir qu'il y a des initiatives qui ont été incroyables, donc Sally l'initiative qu'elle a eue, je ne savais pas, elle avait, réussi à mettre en place son niveau de défaillance dont elle a parlé, c'est incroyable. Vous savez, ce que nous devons faire au Canada, c'est que nous devons comprendre que nous sommes compétents, que nous avons, la capacité de devenir une superpuissance économique. Nous devrions investir dans une société inclusive et nous devrions comprendre que nous pouvons le faire. Nous avons besoin d'attendre jusqu'à ce que quelqu'un de l'éner d'ailleurs nous dise comment faire. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Donc heu donc c'est une question d'automatisation, même si c'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais il faut que nous comprenions que nous sommes capables et nous pouvons créer une, heu une super pouvoir financier qui soit, responsable d'un public social et qui soit très inclusif grâce à notre secteur agricole et agroalimentaire. Donc, maintenant parlons pratiquement, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, je vais vous donner la parole à toutes et donc, je pense que c'est une question qui a été mentionnée. Quelles sont 3 choses que nous pouvons faire pour, mmh, qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour, agir? Donc, quelle votre liste de 1, 2 ou 3 choses que nous pourrions faire en tant qu'individu ou en tant qu'organisation et que le gouvernement pourrait faire pour, agir sur la base de ce dont nous avons discuté aujourd'hui? La première chose, c'est l'éducation, quelle que soit la forme de l'éducation dont on parle ici. Quand moi je grandissais, tout le monde connaissait des exploitations agricoles et des exploitants agricoles et ce n'est plus le cas aujourd'hui et un de nos défis aujourd'hui, c'est de sensibiliser des gens à ce à ce que représente la production agricole pour nous et l'autre élément, c'est de continuer à réfléchir, à imbriquer les différentes pièces de cette chaîne de valeur ensemble parce que nous ne pouvons pas continuer à éviter la connexion entre ce que nous mangeons et notre santé et c'est quelque chose qui est une réalité pour tout le monde. Et la troisième chose que je dirais, c'est pour faire écho à ce qu'ont dit Alison et Sally, nous avons un potentiel incroyable quand je pars. C'est souvent par rapport aux défis, mais il y a quand même des opportunités. Je réfléchis à cela au niveau régional à cause des défis qui nous attendent au sein de FarmWorks et les défis, que nous avons dans une province qui, pendant plusieurs années, ne s'est pas penchée sur l'agriculture et notre connaissance et notre investissement a décru de manière considérable. Mais nous avons encore le potentiel, nous avons le potentiel de nous nourrir et d'aller au-delà et de participer à cette, vision élargie. Voici, les 3 éléments clés de mon point de vue. Donc, Sally, quelle est votre liste d'actions concrètes, que quelqu'un devrait mettre en place? Moi, j'ai toujours à dire les individuels, au niveau organisationnel, au niveau gouvernemental. Donc, je vais prendre un par chaque niveau. Pour les individus, pour parler des femmes et des investisseurs, je dis toujours: «Investissez-vous» et c'est pour ça que nous avons des obligations communautaires. Donc nous, pour les obligations, nous avons 5 000 à 50 000. Donc les gens qui n'ont jamais fait ça, ils commencent à 5 000. La même chose pour l'institution, beaucoup de financements commencent de fondations ont commencé avec un petit pourcentage de leur portefeuille et ça a bien marché pour eux. Donc réfléchissez à ce que fait votre argent, pas juste à votre rendement, mais ce que vous êtes en train d'accomplir avec votre argent et l'organisation. Ce que je veux vous dire, nous avons fait cela pendant la pandémie, mais je pense que c'est le temps de le refaire. Les les webinaires d'investisseurs, nous avons la collaboration est très important et
tellement des fonds de finances, sociales sont menés par des femmes. Nous avons besoin de nous soutenir mutuellement et il y a tellement, de choses qui se produisent et je pense qu'en parler, en général, oh, je pense que réfléchir ensemble est vraiment quelque chose qui est important et de montrer que l'écosystème est en train de changer la dernière chose par rapport au gouvernement. Donc, donnez-nous les semences de changement. C'est tellement facile, l'ARC, elle approuve et cela peut mettre en œuvre par chaque province, hein, grâce à un crédit d'impôt, donc c'est facile, faisons-le. Et donc Alison, la parole est à vous. Donc merci Tyler. La première chose, c'est d'être le changement que vous voulez voir et ce que je veux dire par ça, c'est que si vous regardez les cheveux blancs dans ce panel, nous pourrions juste, nous reposer sur nos lauriers, mais c'est important d'être, le changement que nous voulons voir et l'expérience nous permet de promouvoir le changement et la deuxième chose, c'est parler à votre gouvernement par rapport aux leviers, fiscaux, par rapport aux incitatifs, financiers afin qu'il y ait des incitatifs par rapport à la recherche et développement afin que nous ayons un pays qui intègre sa technologie à son agriculture. Et aussi, si vous êtes une femme qui écoutait cet événement aujourd'hui et vous avez peut-être de la richesse, considérez comment cette richesse est investie. Considérez votre placement financier si vous n'avez jamais investi auparavant, même si c'est de la microfinance. Et donc, essayez de voir ce que vos investissements sont en train de faire et quels sont les changements qu'ils sont en train de mettre en place. Et donc, soyez autonomiser et chaque fois que quelqu'un vous demande quelle est la nature du Canada, dites, «Le Canada est une superpuissance agricole». C'est vraiment une bonne manière de conclure cela. Alison, Linda, Sally, merci beaucoup pour cette conversation aujourd'hui et merci, Sandy.